selon la demande de responsabilité dans la mais chacun dans sa gauche, chacun ces valeurs-là. Mais ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Alors, je m'appelle Jacques, je suis né en Abitibi. Mon père, à l'époque, avait 16 magasins de meubles. On avait tout ce que l'argent peut fournir, c'est-à-dire bonne nourriture, bons vêtements. Malheureusement, les deux parents ont agressé les enfants. Alors, le père a agressé mes 3 sœurs et ma mère, elle, ça a été moi puis mon frère cadet. Et ça a été tellement dévastateur que ça a pris 45 ans et 2 thérapies pour que le souvenir revienne. Nous recevons aujourd'hui Samuel Dussault, directeur du regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement, ROCAS. Alors qu'on estime que 10 à 20% des hommes vivront une agression sexuelle au cours de leur vie, le sujet demeure largement tabou. Pour briser le silence et encourager les hommes à chercher de l'aide, le ROCAS lance une campagne de sensibilisation provinciale du 19 octobre au 19 novembre sous le thème « En parler, ça change quoi ?» Au cœur de cette campagne, 4 témoignages vidéo d'hommes qui partagent non pas leur traumatisme, mais les changements positifs qu'ils ont vécus en allant chercher de l'aide. Ben, le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement, le ROCAS, ben, sa mission, c'est d'avoir une présence, une représentation provinciale. Donc, autant d'être présent auprès des différents ministères qui s'occupent des violences sexuelles, faire de la sensibilisation, de la formation, faire le pont aussi avec tous les organismes, faire l'échange de partage d'expertise, donc d'être un peu le centre de référence sur cette question-là. Mon nom c'est Marco. J'étais artiste de cirque, j'étais clown pendant plusieurs années, comédien, éducateur, préposé bénéficiaire. C'est un peu ça mon but dans la vie, d'essayer de mettre du bonheur dans le cœur des gens. Mais j'ai oublié d'aider la personne qui était supposée être la plus importante pour moi, donc moi. J'ai été victime dans le fond 2 fois dans ma vie, à 11 ans par un oncle. Je l'ai amené en cours et tout. Il y a eu un processus qui s'est fait par rapport à ça. Puis par la suite, j'ai vécu quelques années sans avoir à penser trop à ça. Puis dans la vingtaine, là, j'ai été, dans le fond, kidnappé, séquestré avec les armes blanches et violé pendant plus de 24 heures par 3 hommes et une femme. Donc c'est un peu pour ça que j'ai vécu dans le noir. J'ai vécu en cachette, travaillé dans l'ombre, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, puis que je tombe amoureux, puis que je lui dise que finalement, je vais arrêter d'être avec lui parce que je l'aime. Je croyais pas que, justement, je pouvais avoir accès à l'amour ou à des choses plutôt normales. Mon chum que j'ai rencontré m'a dit, de t'en aller juste pour ça, c'est pas une option. Fait que j'ai dit, OK, j'ai besoin d'aide parce que sinon, je vais juste saboter comme j'ai souvent saboté dans ma vie. Et j'ai trouvé le numéro du CETAS. Puis c'est Geneviève qui m'a répondu. Fait que ça a été le début d'un grand processus. J'ai vraiment senti que j'étais en sécurité, que c'est quelqu'un qui pouvait me pousser, mais qui était tout le temps là pour me rattraper. C'est vraiment un regard extérieur à moi-même. Elle voit des choses que moi, je vois pas. Ou elle fait des liens que moi, je fais plus ou je fais pas. Ou des choses que je sais, mais que je fais juste pas mettre en pratique. Tu sais, les anciennes lumières dans les caves, là. Il y avait une corde, tu tirais. Tu sais qu'elle est dans le milieu de la pièce quelque part, mais je tâte, puis je suis pas sûr. Puis je sais. Puis à un moment donné, je pogne la corde, je tire, puis tout est clair. J'avance à tâtons, puis j'ai l'impression souvent que je recule, mais elle me fait voir que non, t'avances. Premièrement, je commence à vivre pour moi, parce que j'ai toujours vécu sans vouloir être dans ma vie. J'ai aidé les gens, j'ai aidé du monde, mais pour être certain que je sois assez occupé pour ne pas avoir à m'occuper de mes affaires. D'exister en m'accordant le droit de vivre. Ouais, ça, c'est quelque chose que...
Qui fait du bien. D'être capable de me dire qu'est-ce que moi j'aime et non, c'est pas grave, prends n'importe quelle décision, je vais suivre puis c'est beau. Oser parler. C'est souvent quelque chose qui fait encore plus peur que l'acte lui-même. On a l'impression d'être sur le bord d'un précipice. Puis là, on me demande de parler. J'ai l'impression que je vais sauter en bas puis que je vais devoir tomber tout ce que j'ai monté jusque-là. Puis une fois quand on saute, on se rend compte que finalement, en dessous de l'étage de nuage, il y a un palier. Puis qu'on peut se permettre de descendre doucement. On n'est pas obligé de sauter non plus. On n'a pas le goût d'en parler pour revivre tout ça. Mais en même temps, tant qu'on n'en parle pas, on finit par le revivre pareil parce que ça reste tout à l'intérieur, ça reste tout dans l'inconscient. Le petit garçon en moi que j'ai enfermé loin, là, il mérite sa place. Il mérite d'avoir une belle vie lui aussi. Puis finalement, il avait hâte. Tu sais, je veux dire, il est rempli de gratitude. Donc je suis rempli de gratitude envers moi. Ouais. Je pense que d'oser parler puis de la thérapie que je fais présentement, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis que je me fais encore. J'imagine que vous êtes quand même assez bien placé pour faire un peu un constat, j'allais dire, de la réalité au Québec. Parce que je lisais dans votre communiqué que c'était quand même 10 à 20% des hommes qui peuvent vivre une agression sexuelle, je trouvais ça beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui, comment est-ce qu'on en arrive justement à un constat pareil? C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup plus de recherches qu'avant sur le sujet, notamment depuis #MeToo, bien que les femmes ont été beaucoup mises là-dedans par rapport aux violences sexuelles, c'est sûr que ça a bénéficié aux hommes. Maintenant, il y a beaucoup plus de recherches, ça inclut également les hommes, donc on sait justement assez solidement qu'il y a un 10% d'hommes qui ont vécu de l'abus sexuel à l'enfance. Puis c'est pour ça que nous, on dit 10 à 20, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps un chiffre, que c'est une réalité qui est quand même tabou, qu'on n'en parle pas beaucoup, donc c'est difficile d'avoir des chiffres exacts. Mais il y a dans certaines études là, que ça va jusqu'à 20%. Maintenant, par exemple, dans les universités et les cégeps, c'est un homme sur 4 qui déclare avoir vécu une violence sexuelle. Donc, on peut estimer là, que le 20% se rapproche aussi de la réalité, là. Je m'appelle Jasmin. Je suis intervenant psychosocial à Ressources pour hommes de Granby. Ma passion dans la vie, c'est l'être humain. La psychologie, la spiritualité, de se dépasser, de devenir une meilleure personne, de la résilience, de la bienveillance. C'est pas ce que t'as, c'est ce que t'es. C'est ça qui m'intéresse. Ma mère était d'une secte à ma naissance. Puis de l'âge de 9 mois à 3 ans, ma mère, elle m'a vendu comme contribution au gourou de la secte. Fait que j'arrive dans la vie comme ça. Puis suite à ça, à l'âge de 8 ans, j'ai été abusé, agressé, violé, sa banquette d'un auto en arrière. Le jeune qui m'a abusé avait mon âge, 8 ans. Et c'est le père du jeune qui m'accompagnait, qui conduisait. Il se masturbait en nous regardant. Ça m'a amené l'alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance. J'ai été placé en centre d'accueil, foyer de groupe. C'est ça mon vécu. J'ai pas un vécu de lunettes roses. V'là 17 ans, j'ai fait une thérapie. J'ai essayé de changer ma vie. Ce que je vis, c'est de l'alcoolisme, de la toxicomanie, puis du jeu, du gambling. Puis à ce moment-là, je me disais, à quoi ça sert? Je vais rester à terre, parce que si je m'en sors, je ne sais pas quand, je vais rechuter. Puis j'ai écrit une lettre, puis cette lettre-là est encore d'actualité aujourd'hui. Il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, viens me rencontrer, viens me voir plus loin, fais un autre pas, puis je vais être là pour toi. Je me suis fermé les yeux, je suis allé regarder à l'intérieur de moi, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis sorti de cette noirceur-là, puis cette lettre-là, je vais vous la partager. Elle a du cheminement comme moi. Le vois-tu cet enfant que tu as maladroitement aimé? Le vois-tu cet enfant que tu as rejeté? Le vois-tu cet enfant blessé dans son cœur, dans son âme? Le vois-tu cet enfant qui demande d'exister? Le vois-tu cet enfant? Laisse-le s'exprimer, laisse-le respirer. Jasmin, cet enfant, c'est toi.
Fragile, tu as été à la naissance, tu avais des rêves remplis d'espérance. Avec confiance, un jour à la fois, arrête de te battre, Jasmin, ton enfant veut s'amuser. Arrête de plaire, Jasmin, ton enfant veut être tel qu'il est. Arrête de contrôler, Jasmin, ton enfant veut être libre. Arrête de chercher, Jasmin, ton enfant veut contempler les merveilles du quotidien, la nature, les arbres, les oiseaux. Arrête de boire, de jouer, de te droguer. Ton enfant veut peinturer, écrire, s'accueillir comme Jasmin. Arrête de t'en vouloir, Jasmin, ton enfant veut s'épanouir. Arrête de t'en faire pour demain, Jasmin, ton enfant veut vivre le moment présent avec ses joies. Arrête de refuser l'aide, Jasmin, ton enfant a besoin d'amour, d'écoute et de compréhension. Arrête d'être malhonnête, Jasmin, ton enfant veut vivre avec confiance et respect. Arrête d'être parfait, Jasmin, ton enfant veut apprendre à vivre, aimer et être aimé. Arrête d'être dur envers toi, Jasmin a besoin d'un ami pour ne pas être jugé, condamné, rejeté, mal aimé et abandonné, pour se pardonner, pour affronter la vie. Et Dieu lui a donné un nom, Jasmin. Tu sais, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui t'habite, mais écoute ton intuition, écoute ta petite voix, puis choisis la vie parce que c'est possible de s'en sortir une journée à la fois. Alors, on se parle entre autres parce que vous allez vous décoller une campagne de sensibilisation provinciale là, du 19 octobre au 19 novembre, qui est sous le terme de « En parler, ça change quoi ?» Il y a vraiment le terme de fait de prendre la parole et d'oser dire. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, peut-être cette démarche, cette difficulté-là qui peut, j'imagine, faire partie de la démarche? Ben, c'est le thème de la campagne et en parler, ça change quoi? Puis c'est vraiment le message puis la question qu'on voulait répondre puis inspirer les hommes qui ont vécu ça à aller chercher de l'aide. Pour tout d'abord dire que ben, un homme peut vivre une agression sexuelle, puis qu'il y a des ressources qui vont être là pour leur écouter. Donc, on a fait 4 témoignages là, auprès d'hommes qui parlent de pas seulement de ce qu'ils ont vécu ou de leurs conséquences, mais ce qui est surtout orienté sur les changements qu'ils ont vécu, c'est à quoi ça a servi pour eux d'aller chercher de l'aide, c'est qu'est-ce qu'ils ont obtenu, comment ça a changé leur vie, pour beaucoup aussi être un peu plus dans un thème positif, puis d'aller dans le concret. Pour beaucoup, faire de l'intervention, ils en ont peut-être déjà jamais fait, d'aller chercher de l'aide, d'être assis dans un bureau devant un intervenant. Ben, on peut se poser des questions à savoir qu'est-ce que ça va me donner concrètement. Ben, avec leur témoignage, ben, ça permet un peu de répondre à ça, puis d'inspirer justement d'autres à aller chercher de l'aide. Moi, mon nom c'est Richard Auger, je viens de l'Outaouais. J'aime bien faire du bénévole pour aider le monde. Je sais pas, c'est fort, c'est dans moi. Je suis ici aujourd'hui pour sensibiliser la population au fait qu'il y a de l'aide pour les gens qui ont été abusés sexuellement, parce qu'on n'entend pas parler, on voit pas ça aux nouvelles. Puis moi, je l'ai vécu pendant 60 quelques années, puis j'ai vécu avec un poids lourd en dedans de moi que je n'avais pas besoin d'avoir si j'avais pu trouver de l'aide avant. Ben moi, c'était que je me faisais vendre d'un pédophile quand j'avais 3 ans jusqu'à 6 ans. Après ça, les jeunes années, c'était juste tout et n'importe qui, là. Ça arrive avec la famille, c'est plus dur. Tu penses que tu vas causer du trouble à la famille, mais non. Si tu déclares la personne qui l'a fait dans la famille, ça va l'empêcher de le faire à d'autres mondes. Et puis après ça, ben, dans ma vingtaine, j'ai eu des abus, c'était mes amants. Ils voulaient avoir du sexe, moi j'en voulais pas. Mais oui, t'as abusé, c'est pas comme, ben c'est mon chum, fait que je peux pas dire quoi que ce soit, pareillement pour un homme ou une femme, là, tu sais. Ça est venu, disons, après toutes ces années-là, tu gardes ça dans toi, ça mijote. Tu es tout seul, tout d'un coup, tu n'as rien que ça à faire, tu penses. C'est ça qui revient sur le top à chaque fois. Fait que j'ai venu à un point que j'en pouvais plus, j'en broyais, j'ai besoin d'aide, je veux être qui j'étais, je veux être heureux. Là, j'ai découvert ici Chaz. Et puis, après avoir parlé avec eux autres, en premier, c'est comme à petit feu. Tu dis un petit peu, tu dis un petit peu. Tu n'es pas porté à compter tout ton sol au complet. Puis là, j'ai appris que, mon Dieu, il y en avait du monde, là, je ne suis pas le seul là-dedans. Là. Puis j'en revenais pas quand je voyais tous les âges, tout le monde, puis comment est-ce qu'il y en avait. Là, je me suis senti pas mal plus confortable. Avec le temps, ils me font découvrir qu'on n'est pas la cause, mais on est la victime. Puis ça, c'est bien important parce que ça enlève beaucoup de notre corps, là, de dire, c'est pas nous autres qui a causé ça, là, c'est eux autres, et c'est nous autres qui vivons avec, par exemple. Vu qu'on fait des groupes,
ben on devient comme des amis, puis entre nous autres, on finit par en parler, puis on vient comme, c'est ça, c'est juste une histoire qu'on compte, qui n'est pas une belle histoire, mais c'est une histoire, c'est pas un mal. Tout le monde sont assis avec toi, ont passé à travers la même chose que toi. Fait qu'ils peuvent avoir une sympathie pour toi qui va te faire sentir que « Hey, j'ai pas eu ça fait longtemps ». On a tous besoin de ça. Il faut parler, il faut le laisser sortir. Parce qu'en te parlant, tu deviens, ah ben c'est quelqu'un qui m'aime, qui me parle. Là. C'est pas quelqu'un qui veut m'abuser, il veut rien savoir de moi à part de, justement, avoir de l'amitié. Il veut-tu de quoi de moi? Il m'aime-tu vraiment? C'est-tu mon argent qu'il veut? C'est-tu mon corps qu'il veut? C'est quoi qu'il veut? Je sais qu'ils veulent de quoi de moi parce que ça a toujours été ça. Maintenant, je pense plus comme ça. Je pense que si quelqu'un je peux aider, je vais aller les aider, avoir des belles conversations, parce que le bien que ça fait est beaucoup plus beau que le mal que tu gardes en dedans de toi. Moi, c'est ça qui me fait avancer, en tout cas, c'est les gens que je rencontre. Venir chercher de l'aide, c'est pour tout le monde. Moi, je les garde en dedans 64 ans. Puis, comment de monde que ça fait des années et des années qu'ils vivent avec ça, laisse-le sortir, ça. Allège-toi. Ben, j'ai changé que je parle à n'importe qui. Je me sens bien, je me sens confortable. Puis avant, j'aurais pas parlé devant du monde. Dernière affaire que je voulais faire. Puis après que je suis venu ici, ça a devenu que je parle devant les groupes, n'importe qui. Puis quand il y a des groupes, on vient pour faire comme un speech, pour dire qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on va ressentir en passant à travers. Attends-toi pas que ça fera pas mal, parce que ça va faire mal, mais que tu y penses, mais que tu en parles. C'est là, c'est partie de notre vie. Fait qu'il faut le regarder. Mais que tu l'aies sorti, ça sera plus là, ce mal-là. Tu vas t'en aller, tu vas toujours te sentir plus en plus léger. Est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, on est assez bien outillé pour justement rentrer dans cette démarche-là? Oui, ben c'est relatif. Il y a toujours place à amélioration, mais on peut se compter maintenant chanceux que il y a pratiquement là, un organisme communautaire par région dans la province là, qui peuvent au moins accueillir ces hommes-là puis donner un service d'aide en violence sexuelle. Donc, il y a des organismes communautaires qui sont un peu partout, très différents, qui ont des services différents. Puis il y a aussi les CAVAC qui, bien entendu, peuvent être aussi une porte d'entrée. Fait que oui, maintenant, ça, on peut dire, tu sais, qu'ils vont être bien reçus, mais c'est sûr que là, l'offre de service est vraiment différent d'une région à l'autre. Donc, c'est un des volets aussi de cette campagne-là, sous-jacent, ça a été de refaire notre carte de référence qui répertorie tous les organismes au Québec avec leurs différents euh, types de services, que ce soit d'individuel, du groupe, à l'âge adulte, à l'enfance. Il y a beaucoup de critères qui sont différents selon les régions puis les organismes. Donc ça faisait un autre volet pour dire que mais juste voir la carte avec autant d'organismes, c'est vraiment inspirant puis positif de voir ben, que c'est vraiment mieux pris en considération que, par exemple, il y a 10 ans. Là. D'accord. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on peut aller sur votre site internet rocas.org, il me semble, et de là consulter cette carte si on voudrait justement voir quel est l'organisme le plus proche de chez nous. Tout à fait. Ok. Avec notre site web maintenant, ça permet d'aller trouver la ressource la plus près. Alors revenons un peu à cette campagne de sensibilisation. J'ai été voir justement sur votre site internet, là il y a quatre capsules vidéo qui sont sorties. Qu'est-ce que vous pensez faire justement durant ce mois-là, en plus de diffuser ces informations-là et ces témoignages? Mhm. Ben, c'est notre principal outil de sensibilisation. Vont être ces quatre vidéos qu'on a diffusées en ligne, qui sont présentement sur YouTube. Puis avec ça, grâce à une subvention qu'on a eue, on va pouvoir euh, euh, payer de la publicité sur les réseaux sociaux en ligne, donc sur Facebook, Instagram, YouTube, même Reddit, puis LinkedIn, pour justement être plus connu comme organisation, comme regroupement, montrer qu'il y a des ressources d'aide partout au Québec, puis partager un peu là, les témoignages là, de ces quatre hommes-là là, qui sont vraiment au cœur de notre campagne, puis mettre un visage aussi parce que pour les personnes, les hommes qui ont vécu ça, ben, ils peuvent se sentir très seuls. Tu sais, on entend peut-être beaucoup moins parler à la radio, à la télévision, dans les films. Donc, on peut avoir ce sentiment-là de honte. Donc, nous, c'était important d'aller chercher des hommes qui avaient le courage de mettre leur visage et d'en parler pour justement montrer ben, que les hommes sont pas seuls en vivre, puis qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec ce fardeau-là, puis qui auraient besoin d'en parler.
Alors, je m'appelle Jacques, je suis né en Abitibi. Mon père, à l'époque, avait 16 magasins de meubles. On avait tout ce que l'argent peut fournir, c'est-à-dire bonne nourriture, bons vêtements. Malheureusement, les deux parents ont agressé les enfants. Alors, le père a agressé mes trois sœurs, et ma mère, elle, ça a été moi, puis mon frère cadet. Et ça a été tellement dévastateur que ça a pris 45 ans et 2 thérapies pour que le souvenir revienne. Ça m'a énormément nui. Après ça, moi qui étais premier de classe, je suis tombé dernier de classe. Je me suis complètement refermé comme une huître. J'ai pas eu aucun ami personnel avant le temps du cégep, au début de ma vingtaine. Ça a été la noirceur totale pendant des années, des années. Alors, j'ai fait une thérapie au début de la trentaine qui a réglé le problème avec le père. À ce moment-là, le problème avec la mère n'a pas ressorti. La guérison complète, ça s'est fait quand j'ai fait une autre thérapie à la fin de la cinquantaine. Puis là, le souvenir est revenu à cause de cette thérapie-là. J'étais allé chez Crifaz à Montréal. Je dois vous avouer que ça va bien là, depuis ce temps-là, mais en même temps, il n'y a pas une seule journée que je pense pas à ça. C'est la partie qui est plus difficile pour moi, c'est de voir tout ce que ça m'a coûté sur le plan personnel. J'ai au moins une grosse partie de ma vie là, qui a été souffrante, que je peux dire, ah, c'est rendu en arrière de moi. Mais c'est parce que je suis allé chercher de l'aide, la thérapie, puis Crifaz. Alors, ce que ça a fait comme différence, premièrement, faire la paix avec ce qui m'est arrivé. Je me sens pas coupable de rien. C'est un jeune qui est agressé, c'est jamais de sa faute. Puis, les rapports avec les autres ont changé, avec ma fille, avec mes amis, beaucoup plus détendus. Moi, il y a plein de comportements inconscients que j'avais, de la fuite dans les contacts, que j'ai plus maintenant. J'étais aussi le roi du sabotage. À un moment donné, là, je comprends aujourd'hui, c'est comme il y a des mécanismes comme ça qui font que tu dis, ben non, j'ai pas le droit d'être heureux, moi, là. Je vois plus clairement qui je suis, puis d'où je viens. Je vis plus dans la conscience maintenant. Il y a d'autres formes d'abus. Je me rappelle des formes d'abus que j'ai vécues dans mon travail. Aujourd'hui, ça passerait plus. Mais on ne peut pas revenir dans le passé. Mais on peut travailler le présent puis le futur. Ce dont je suis le plus fier, ben, c'est d'avoir eu le courage d'affronter l'innommable. Ça prend du courage dans la vie. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Je pense que mon besoin de vivre a été supérieur à mes peurs. Un événement comme le mien, j'étais tellement débalancé. Heureusement que j'avais fait de la thérapie parce que j'en ai parlé alentour, j'en ai parlé à ma fille, j'en ai parlé à mon ex-conjointe. Ce qui a fait vraiment la différence, c'est quand j'ai appelé Crifaz. Mais c'est ça. Ce dont je suis le plus fier, ben, c'est d'avoir eu le courage d'affronter mon démon. Peut-être pour terminer, je demanderais, je sais que pour les gens qui nous écoutent, même si ça reprend un peu des points que tu as déjà cités, des gens qui nous écoutent et qui, dans le fond, qui connaissent quelqu'un ou les personnes peut-être directement concernées qui nous écoutent, si on devait faire un premier pas, bon, on parlait de cartes, on parlait de tout ça, mais dans le fond, pour pouvoir justement se lancer dans ce processus-là, pour en parler, c'est quoi que tu donnerais comme recommandation? Ben, autant pour les hommes ou qui auraient vécu une agression sexuelle que pour des proches qui connaissent quelqu'un qui a vécu ça, le premier pas, ben, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance, d'en parler à cette personne-là, de savoir c'est quoi ses besoins, c'est d'être à l'écoute. Puis ça, c'est le premier pas, de se sentir en confiance et en sécurité, de pouvoir en parler à quelqu'un. Ben, c'est là que ça va être le premier pas de plusieurs euh, dans ce processus-là de développement, d'aller chercher de l'aide, puis ultimement mieux vivre avec ce passé-là. Donc, de trouver quelqu'un de confiance, ça,
c'est le plus important, que ce soit un proche ou un organisme. Parce que j'imagine ce que je comprends en ayant écouté les témoignages aussi qui sont très intéressants et j'encourage les gens à aller le voir. Il y a une question d'allègement, une question de poids qui se retire. Ça a l'air d'être assez fort et puissant quand même, juste la parole en fait. Exact, c'est ça, c'est de juste en parler. On peut sous-estimer à quel point ça peut aider à s'alléger, à laisser aller toutes les émotions, la lourdeur que ça peut avoir. Plus qu'on en parle, bien plus qu'on se sent outillé à mieux vivre avec ça, puis que ça va justement nous alléger, puis que c'est justement un des mots qui est repris par quelques personnes qui osent en parler, bien après ça fait du bien. Ben, merci beaucoup Samuel pour ton temps. Merci Marc pour cette entrevue-là.